Donc, sans plus tarder, on va commencer ce panel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 4e webinaire automnal de Vivre en Ville. Merci d'être présent en aussi grand nombre. Donc, on a vraiment un événement populaire aujourd'hui. Mon nom est Jean-Philippe Simard, urbaniste, conseiller en design urbain et urbanisme chez Vivre en Ville. C'est moi qui serai votre hôte ce midi. Donc, d'ailleurs, bon appétit à tous ceux et celles qui en profitent pour casser la croûte avec nous. Donc, tout d'abord, quelques consignes d'usage avant de commencer. Vos caméras et vos micros resteront fermés tout au long du panel. Nous vous invitons à adresser vos questions et commentaires via l'outil de discussion de Zoom. Nous les partagerons d'ailleurs aux panélistes lors de la période d'échange avec le public. Certains liens complémentaires à la discussion vous seront également partagés si nécessaire via cet outil. Donc, après les sujets du vieillissement actif, les rues apaisées, les pôles alimentaires de proximité, sera aujourd'hui question de la lutte et de l'adaptation au changement climatique dans les projets immobiliers. Donc, on s'intéressera à ces questions en compagnie de nos invités à qui je souhaite officiellement la bienvenue. Donc, bienvenue. Je vous les présenterai dans quelques instants, mais tout d'abord, pourquoi s'intéresser à cette question de la lutte et de l'adaptation au changement climatique dans les projets immobiliers? On le sait, en fait, les projets immobiliers qu'on construit aujourd'hui seront et sont déjà mis à l'épreuve des changements climatiques, que ce soit pour lutter contre les changements climatiques en limitant les émissions de gaz à effet de serre associées à ces projets, ou pour s'adapter à leurs effets et permettre aux futurs résidents d'être eux-mêmes plus résilients. Donc, dans les faits, les projets immobiliers résidentiels qui prennent en compte ces questions sont encore de l'ordre de l'exception au Québec. Et c'est encore plus vrai pour les projets à destination des populations les plus vulnérables. Donc, alors, comment passer en fait de l'exception à la norme? C'est la grande question qu'on se pose et c'est là-dessus que nous allons échanger avec nos panélistes dans un instant, mais c'est aussi la question à laquelle on cherche des réponses dans le projet Construire avec le climat qui est mené par Vivre en Ville. Donc, avant de passer aux échanges avec nos 4 panélistes, je vais laisser ma collègue Éline Bonnemain, coordonnatrice de Construire avec le climat, vous présenter en fait les grandes lignes de ce projet. Donc, Éline, à toi la parole. Je te laisse partager ton écran. Merci Jean-Philippe. Je pense qu'il faut juste que tu arrêtes. Oui, c'est bon, c'est fait. Parfait. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci Jean-Philippe pour l'introduction. J'ai la chance de présenter en début de panel le projet Construire avec le climat dans le cadre duquel s'inscrit le panel d'aujourd'hui en quelques minutes très très rapides. Donc, le projet Construire avec le climat a pour objectif d'outiller les développeurs immobiliers québécois sur les questions de lutte et d'adaptation au changement climatique pour les projets immobiliers résidentiels qui sont plus spécifiquement à destination des populations vulnérables. Et on a un second objectif qui est plus un objectif de moyen-long terme, qui est en fait de contribuer au dialogue, aux échanges entre les municipalités et les développeurs immobiliers, qui sont de toutes parts et tous deux des acteurs majeurs du développement du bâti et qui ont effectivement un grand intérêt à travailler ensemble et de concert. Et c'est d'ailleurs l'objet du panel mixte en termes de profil d'aujourd'hui que vous allez écouter juste après la présentation. Le projet Construire avec le climat existe et est mené depuis maintenant 1 an et demi chez Vivre en Ville et il a pris plusieurs étapes avant d'en arriver actuellement aux accompagnements. On a commencé par une étude de besoins où on a rencontré une trentaine de professionnels dans l'objectif de comprendre quels étaient les freins rencontrés en matière d'intégration des mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique, mais aussi quels outils pouvaient être manquants et on pouvait créer au travers de notre projet. Et donc, à partir de ces entrevues et de nos recherches à nous également, l'équipe de Vivre en Ville, on a mis en place une plateforme web qui s'appelle construireavecleclimat.org que je vais vous présenter un peu plus en détail juste après.
Et depuis janvier, on accompagne également 5 développeurs immobiliers pour la bonification d'un de leurs projets en termes de lutte et d'adaptation au changement climatique et à travers également des tables de développeurs, donc ce qu'on appelle des tables de développeurs qui sont finalement un genre de communauté de pratiques où on les rassemble et on les amène à échanger sur leurs bonnes pratiques en matière de lutte et d'adaptation au changement climatique. L'utile fait partie de ces développeurs et on a Laurent Levesque qui fait partie du panel et qui nous en parlera. On est financé par le Fonds vert du gouvernement du Québec et par le Fonds d'action pour le climat, d'environnement et changement climatique Canada pour ce projet. Et on a la chance également de pouvoir compter sur un comité de suivi qui nous apporte des expertises complémentaires à ce que nous, on a déjà chez Vivre en Ville et qui nous aide beaucoup sur le développement du projet. Donc, dans un premier temps, je voulais juste vous faire part de aussi nos apprentissages de l'importance des changements climatiques par rapport au secteur de l'immobilier, tant dans le sens de la contribution du secteur immobilier au changement climatique, mais aussi à l'inverse des effets des changements climatiques sur le secteur du bâtiment. Donc, officiellement, le secteur du bâtiment représente 11% des émissions de gaz à effet de serre au Québec, sauf que ce ne sont que les émissions liées au chauffage et à la climatisation, en fait, à l'énergie, à l'usage du bâtiment. Mais ces émissions sont en réalité réellement bien plus importantes puisqu'on ne considère dans ce cas-là pas les matériaux de construction, on ne considère pas le transport de ces mêmes matériaux et le transport des futurs résidents des bâtiments également. Selon la localisation, ça peut doubler ou multiplier par 7 le bilan carbone du bâtiment. Donc, c'est vraiment finalement une sous-estimation de la réelle contribution du bâtiment aux émissions de gaz à effet de serre au Québec. Par ailleurs, le bâtiment a aussi, ou les développements immobiliers peuvent aussi avoir un rôle dans l'amplification des effets locaux des changements climatiques. On peut penser par exemple aux îlots de chaleur urbains, au fait que l'imperméabilisation ou la minéralisation des projets peut contribuer au phénomène d'inondation ou encore à la pollution de l'air par rapport au déplacement des résidents des bâtiments. Si on se déplace en transport actif ou en véhicule, en automobile, évidemment, on n'aura pas les mêmes contributions aux effets des changements climatiques et à la pollution de l'air locale. Puis on peut aussi penser au fait que selon la localisation du bâtiment, ça va plus ou moins contribuer à la destruction des milieux naturels. Et finalement, à l'inverse, les changements climatiques, quels sont leurs effets attendus? Qu'est-ce que ça donnera au Québec dans les prochaines années et quels sont les impacts sur les bâtiments? Donc, on sait que la température au Canada se réchauffe 2 fois plus vite que dans le reste du monde. Ça a des conséquences qui sont déjà visibles et qui ont été évaluées dans un rapport d'Uranos à plusieurs horizons temporels. Mais ici, je vous donne l'horizon le plus proche, qui est finalement demain, qui fait prendre conscience de l'importance d'agir dès maintenant, puisque, comme le disait Jean-Philippe en introduction, les bâtiments qu'on construit maintenant seront bien entendu encore là en 2050. Donc, on voit que les changements climatiques vont prendre la forme de vagues de chaleur beaucoup plus fréquentes, d'augmentation de la température, également d'augmentation des précipitations, en particulier en automne et au printemps. Les pluies seront plus fortes, seront plus fréquentes, ce qui pose des enjeux en termes de capacité de rétention et d'infiltration des eaux pluviales à l'échelle d'un bâtiment, mais aussi bien sûr à une échelle plus large. Et puis, on aura par exemple une augmentation de quantité de pluie hivernale, ce qui va augmenter le poids de la neige en hiver sur les structures et ce qui a des conséquences sur les bâtiments. Maintenant, comment passer à l'action en tant que développeur immobilier dans l'objectif de la résilience des populations vulnérables, mais aussi de diminuer la contribution que peut avoir l'immobilier au changement climatique? Donc, on a mis en place, je vous le disais en introduction, la plateforme construireavecleclimat.org. Et en fait, elle part de plusieurs grands constats issus de notre étude de besoins notamment. Donc, le premier grand constat, c'est que l'outil, ou en tout cas l'outil le plus majoritairement cité en termes de lutte et d'adaptation au changement climatique pour les projets immobiliers, c'est la certification LEED. Mais elle est aussi jugée très ambitieuse ou trop ambitieuse pour beaucoup de promoteurs immobiliers, notamment en immobilier résidentiel. Et donc, finalement, on s'est rendu compte qu'entre une certification qui était jugée très ambitieuse et presque pas d'action en matière de lutte et adaptation au changement climatique, on avait
on avait un pont à faire et des informations et des actions à poser. Et puis, on s'est rendu compte aussi, puis ça, je pense que c'est un peu le positif finalement de l'étude de besoin, c'est que beaucoup de développeurs immobiliers mettent déjà en place des mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique, mais ils n'en ont pas forcément conscience, puisqu'elles ne sont pas toujours mises en place dans le sens de la lutte et de l'adaptation au changement climatique. Si par exemple, on pense à la localisation d'un bâtiment, en tant que promoteur immobilier, on va souvent chercher à se rapprocher des centralités, pas tant dans un objectif de diminuer les transports en voiture, mais plus dans l'idée que ça va être plus attractif, on va construire un projet plus attractif pour de futurs investisseurs. Puis ça peut être aussi vrai, par exemple, pour les espaces verts, où on le voit sous la forme d'un confort qu'on va apporter aux résidents, mais c'est aussi un formidable outils en termes de lutte contre les îlots de chaleur urbains ou de gestion alternative des eaux pluviales. Donc finalement, ce qu'on a fait à travers la plateforme, c'est qu'on a recensé des mesures et des grandes stratégies en termes de lutte et d'adaptation au changement climatique qui ne sont pas des stratégies ou des innovations technologiques, mais qui sont finalement des mesures simples à utiliser et à adresser quand on veut travailler sur la question de la lutte et de l'adaptation au changement climatique. Puis pour chaque grande stratégie, un autre de nos constats, c'était que parfois, c'était difficile de communiquer avec les professionnels et de mobiliser les professionnels autour de soi, même si soi-même, on est convaincu. Donc, on a vraiment recensé quels peuvent être les arguments qu'on peut mobiliser, les chiffres clés qu'on peut utiliser pour en parler autour de soi et mobiliser autour de soi. Et on a également recensé des outils qui sont là vraiment des outils pratico-pratiques pour l'ensemble des professionnels qui vont intervenir ensuite sur la chaîne d'acteurs qui vont arriver sur le projet et qui peuvent servir aux professionnels pour aller plus loin ou pour répondre aux questions qu'on se pose en termes de lutte et d'adaptation au changement climatique. Finalement, je vais finir avec les quelques grands apprentissages du projet. Il y en a évidemment bien plus que ça, mais mon temps est limité. Alors, je vais essayer de vous donner le plus pertinent pour ce midi. Donc, je vous le disais, on accompagne 5 développeurs immobiliers qui travaillent et qui ont des projets dans des régions différentes du Québec. Ce sont en général des développeurs immobiliers de petite taille. Leurs projets sont de taille également diverses, entre 19 et 200 logements. Et donc, à travers ces accompagnements, on a créé un outil, au-delà de la plateforme que je viens de vous présenter, on a créé un outil d'aide à la décision qui est en fait une grille de lecture des projets immobiliers sous l'angle de la lutte et de l'adaptation au changement climatique. Là, l'idée, c'est vraiment de lister justement ces grandes familles de stratégies et de se poser les questions dès le début du projet de quels sont nos objectifs pour le projet en cours ou à venir. Et ensuite d'être capable de remobiliser ces objectifs pour aller sélectionner les professionnels qui vont être capables d'y répondre pendant tout le projet et pour évidemment faire le suivi du projet en termes de mise en œuvre, donc à travers des indicateurs de suivi de projet. Donc c'est vraiment un outil qu'on veut polyvalent, utile à toutes les étapes du projet et qu'on aimerait par la suite également développer plus à destination des municipalités pour avoir vraiment les deux pendants, municipalités et développeurs immobiliers. Et finalement, je vais terminer avec quelques clés qu'on a recensées pour dépasser les standards, aussi bien à partir de nos apprentissages, des accompagnements, mais aussi des tables de développeurs. Donc, la première, qui semble basique, mais qui finalement n'est pas si évidente que ça, c'est d'abord d'y croire, bien sûr, mais aussi d'être capable d'avoir ce leadership qui va être mobilisateur tout au long du projet et auprès de tous les professionnels qui vont intervenir et qui vont être nombreux pendant tout le projet, à partir notamment d'objectifs qu'on va se donner comme impondérables. Donc, on considère qu'ils ne sont vraiment pas modifiables et qu'on a fixés au tout début de la conception du projet. Une autre clé, c'est évidemment d'inscrire ces objectifs dans les contrats avec les professionnels et d'aller chercher les professionnels qui sont capables d'y répondre ou qui ont l'envie d'y répondre. On s'est vraiment rendu compte à travers notamment les accompagnements qu'il y a une grande différence entre l'avoir posé dès le début du projet et arriver un peu plus tard et faire des demandes aux professionnels. Re-questionner les professionnels est plus difficile quand on ne leur a pas annoncé ces objectifs au départ. On s'est rendu compte aussi que le fait de challenger un peu les professionnels, les re-questionner sur leurs propositions au regard des objectifs de lutte et d'adaptation au changement climatique qu'on peut avoir,
n'est pas forcément un réflexe, mais pourtant, ça vaut la peine d'aller re-questionner et de s'assurer en fait que ce qu'il propose va dans le bon sens. Et puis, un dernier constat, conseil qu'on a fait à travers notamment les entrevues et l'étude de besoins, c'est le manque de capitalisation d'expérience. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de développeurs immobiliers ont déjà mis en place des projets LEED, certifiés LEED, mais qu'on a peu de recul et on prend peu le temps de justement faire un retour sur ce qui s'est passé et quelles sont les mesures qui peuvent être intéressantes à répliquer de façon systématique parce que des mesures finalement simples qui pourraient faire évoluer les pratiques. Or, c'est vraiment comme ça qu'on peut dépasser la courbe d'apprentissage qui peut être un peu effrayante au début sur la question de la lutte et de l'adaptation au changement climatique. Ça fait le tour pour moi pour la présentation de Construire avec le climat. Évidemment, je vous invite à aller visiter la plateforme. Il y a bien d'autres choses sur la plateforme que je ne vous ai pas présentées. Et puis, vous pourrez nous poser des questions à la fin du panel. Puis, je laisse la parole à Jean-Philippe pour la suite de l'animation, la présentation des conférenciers. Merci, Hélène. Donc, voilà qui met bien la table sur l'importance d'agir. Donc, regardons maintenant comment les différents acteurs qui sont impliqués, que ce soit du côté justement des promoteurs et des concepteurs ou des municipalités, peuvent agir concrètement sur le terrain dans des projets concrets. Donc, nous recevons pour ce faire, en fait, 4 personnes qui sont passionnées et qui jouent chacun à leur échelle un rôle stratégique pour développer des milieux de vie qui contribuent à la lutte et à l'adaptation au changement climatique. Donc, d'abord, je vous présente nos quatre panélistes. Donc, d'abord, Daniel Cyr. Bonjour, Daniel. Bonjour tout le monde. Daniel est architecte, paysagiste et urbaniste à la suite d'une pratique privée de 20 ans en architecture de paysage et en aménagement urbain. Il joint les rangs du service de l'urbanisme de la Ville de Laval en 2010, puis celui du Bureau des grands projets en 2016. Donc, sa pratique est alors consacrée à la planification et la transformation de quartiers existants selon une approche de projet urbain structurant. Il œuvre actuellement à la division aménagement et design urbain à titre de conseiller en aménagement urbain. Ensuite, on a avec nous Mme Jacinthe Côté, donc, qui est diplômée en urbanisme de l'Université du Québec à Montréal. Donc, Jacinthe Côté, urbaniste depuis 2013 et agit depuis 2015 à titre de conseillère en aménagement à la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à l'arrondissement de Saint-Laurent. Donc, ces diverses expériences acquises depuis 17 ans à la Ville de Montréal lui ont permis de se forger une expertise multidisciplinaire allant de la rédaction réglementaire à la coordination de projets urbains, tout en assurant le rôle conseil auprès des différents acteurs immobiliers et de l'administration municipale. Ensuite, on a M. Laurent Levesque. Donc, Laurent est directeur général, cofondateur et porte-parole de l'UTIL, donc, comme on l'a dit, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, donc un organisme à but non lucratif qui est fondé en 2013. L'UTIL, en fait, développe actuellement 200 unités de logements étudiants abordables à Montréal avec le soutien de la SCHL, de la Ville de Montréal, du syndicat étudiant de l'Université de Concordia. Puis, il est également, en fait, Laurent est également membre fondateur du Fonds populaire du logement universitaire. Il est diplômé en aménagement et urbanisme et complète actuellement une maîtrise en management à HEC Montréal. Et également, il est également impliqué dans d'autres OBNL et vient notamment d'être nommé à la présidence du chantier de l'économie sociale. Donc, félicitations, Laurent. Merci. Et finalement, le dernier et non le moindre, donc Bruno Verge. Donc, architecte senior intéressé autant par le côté créatif que constructif de l'architecture. Il est l'auteur de nombreuses réalisations contemporaines intégrées avec finesse dans le paysage et le contexte environnant. Donc, chaque contrainte environnementale est un défi supplémentaire pour Bruno à intégrer dans le design pour créer des projets durables et sensibles. Donc, depuis 12 ans, il se consacre exclusivement à des projets écologiques. Il excelle autant dans la conception de bâtiments passifs que dans l'intégration de technologies vertes à ces bâtiments pour les rendre plus performants. Donc, plusieurs de ces projets ont d'ailleurs obtenu des certifications LEED, des reconnaissances comme les prix Sécobois, les mérites d'architecture de la Ville de Québec et les durabilistes du Conseil du bâtiment durable du Québec. Donc, on va tout de suite commencer le panel. Donc, merci à vous 4 d'avoir accepté l'invitation. Petit point de forme, je vais vous demander lors du panel de tenir vos réponses d'au plus 3 à 4 minutes.
pour respecter l'horaire qui file très vite. Donc, sans plus attendre, j'y vais avec ma première question. Donc, vous êtes tous préoccupés par l'intégration des enjeux climatiques dans vos projets, que ce soit ceux que vous encadrez sur votre territoire pour les municipalités ou ceux que vous développez en tant que promoteur ou architecte. Donc, de quelle manière cela prend-il forme dans vos pratiques? Donc, je vais donner la parole d'abord à M. Cyr. Merci de me donner la parole. Merci pour l'invitation, Vivre en ville. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui puis de parler, d'exposer un peu ce qui se passe dans notre ville, une ville hyper active. Pour répondre à cette question, on doit faire un peu d'histoire, donc on va remonter dans le temps et souvenez-vous, mon histoire commence avec un drame juridico-politique en 2013 où, on change de chapitre. Nouveaux élus, nouvelle direction générale et cette ville sent le besoin de se redéfinir. Et c'est alors qu'elle va se doter d'un slogan, Repensons Laval. Repensons Laval, c'est pas seulement un slogan, c'est également une démarche de concertation qui est menée alors et c'est intéressant pour tous de consulter notre site web Repensons Laval. Au total, c'est plus de 40 projets au fil du temps en cours ou déjà réalisés qui nous ont permis de se doter d'une vision, une vision stratégique urbaine de nature. Urbaine de nature, c'est une ambition, c'est un souhait et ça va nous donner le pouvoir d'agir réellement auprès des différents acteurs qui font le territoire dans notre ville. Ça va mener également à un schéma d'aménagement révisé, à toute une série de plans, de politiques, etc. Donc, ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est qu'en 2016, 10 ans après l'ouverture de 3 stations de métro dans notre ville, cette ville a fait le constat que le fameux adage anglo qui dit Build it and they will come, ça ne fonctionne pas nécessairement. Et le constat, c'était que 10 ans après l'ouverture de nos stations de métro, la transformation de territoires stratégiques aussi importants que ceux des aires TOD n'était mais pas du tout amorcée. Et donc, cette ville, non seulement c'était à l'époque dotée d'outils de planification plus modernes, mais également a décidé de sauter dans la mêlée, de passer à l'action avec une approche de projet urbain, le projet urbain structurant. Donc, il y a une équipe qui a été mobilisée. On a appelé l'ensemble des services à travailler ensemble à une même fin, soit celle de stimuler, provoquer le changement autour de nos stations de métro et dans un vaste ensemble de logements sociaux appartenant à la SHQ qui s'appelle Val-Martin, pour lequel on faisait des pressions depuis des années. Donc, depuis lors, on travaille activement à transformer ces territoires à privilégier sur le plan d'urbanisme, donc en lien avec le PMAD qui nous indique qu'on doit prioriser le développement aux abords des stations de transport en commun. Donc, c'est un peu la démarche qu'on a prise de notre côté. Merci, M. Cyr. Je donnerai donc la parole à Mme Côté sur la même question, savoir comment, en fait, ces enjeux-là prennent forme dans votre pratique. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. Hop, Jacette, on t'entend peut-être pas très fort. Peut-être juste augmenter le son. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Un petit peu mieux, oui. OK. Pourtant, mon micro est ouvert. Est-ce que vous entendez? Oui, là, c'est bon. Je vais parler plus fort. Parfait. Alors, oui, je suis bien heureuse d'être ici aujourd'hui, Nancy. C'est vraiment une belle opportunité, une belle fenêtre là, pour partager toutes nos expériences en arrondissement. Donc, moi, je vais aller tout de suite au vif du sujet. Dans le fond, moi, j'ai la chance de travailler pour l'arrondissement Saint-Laurent. Déjà, après ma barre, la volonté politique à Saint-Laurent, notre maire est très axé développement durable. C'est grâce à lui, entre autres, la vision, tout le développement est axé sur le développement durable. Et c'est ce qui nous pousse lors de nos négociations avec les promoteurs d'aller tout de suite en amont, dès le départ avec les promoteurs. On leur explique notre vision, comme par exemple pour le développement de
d'un terrain. On explique les objectifs de l'arrondissement. Donc, tout de suite, les promoteurs sont sensibilisés à nos attentes, à nos objectifs. Par la suite, notre réglementation d'urbanisme est le reflet de cette vision-là. Dès 2009, nous avons introduit plusieurs normes qui nous permettent, des véritables outils, ça nous permet d'aller tout de suite chercher des résultats. Comme par exemple, peut-être que je pourrais en parler plus en détail tantôt, j'ai juste 3 minutes là, pour faire le tour. Donc, par exemple, pour les stationnements, le verdissement des stationnements, l'intégration des stationnements en souterrain, comme par exemple, on a des projets qui ont intégré 200 places de stationnement en souterrain au lieu d'avoir les stationnements à l'extérieur. Donc, c'est des impacts majeurs pour le développement. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais peu de temps. Je vais passer la parole tout de suite, en fait, à Bruno, donc à M. Verge, pour la même question, en fait, d'un point de vue plus d'une firme d'architectes, comment on intègre, en fait, les enjeux climatiques dans vos projets et dans vos pratiques plus spécifiques? Bien, en fait, quand Éline, tantôt, disait des fois, on fait des choses puis on s'en rend pas compte, c'est souvent notre cas, parce qu'on part du principe qu'on veut faire de l'architecture plus écologique, tout ça, puis après ça, on réalise que effectivement, on a des impacts sur les enjeux climatiques. Donc, c'est vraiment à beaucoup d'endroits où, effectivement, on peut avoir une incidence. Mais tu sais, j'ai regroupé ça comme en deux blocs. Là, évidemment, tout ce qu'on fait en adaptation, c'est quand même assez frappant, puis c'est ça qui ressort On a perdu Bruno. C'est de l'adaptation pour plus de confort et tout ça. Est-ce que ça va le son? Oui, c'est bon. On t'avait perdu pendant quelques secondes, mais ça va. Ah, désolé. Bon, super. Donc, tu sais, la réduction des îlots de chaleur, ça, c'est un très gros point. Fait que, tu sais, justement, les stationnements, quand on peut les mettre souterrains, qui ne soient pas en surface, on le fait. La réduction, donc, faire aussi du pavé alvéolé au lieu d'avoir des voies d'accès en asphalte. On a fait ça sur des projets comme les maisons de ville à Destimoville, dans le quartier d'Estimoville. Donc, c'est ça. Et puis, ben, ça c'est vraiment comme un gros point sur lequel on va travailler souvent, puis les promoteurs sont généralement prêts à embarquer parce qu'il y a une qualité aussi qui vient avec ça. Il y a une qualité du milieu, il y a une qualité de vie. Fait que ça c'est intéressant. Puis généralement, les promoteurs sont sensibles à ça. Il y a toute la question du contrôle des surchauffes. Nous autres, on est spécialisé en architecture bioclimatique. Fait qu'évidemment, les débords de toit, des périodes on a perdu. Des objectifs très clairs. Fait que ça, les clients sont toujours très... Ah, ça va, c'est dommage que ma connexion ne soit pas bonne comme ça. Ça se gère années, c'est l'inquiétude des gens par rapport aux surcharges de neige. Éline en parlait tantôt. Surcharge de neige, tu sais, les gens s'inquiètent des redoux puis des pluies sur la neige. Fait qu'ils nous demandent d'augmenter les capacités portantes des toits. Ça, je le vois régulièrement dans mes projets. Fait que ça, c'est des petits gestes qui sont importants. Puis je dirais la dernière chose pour l'adaptation qui est assez flagrante aussi qu'on fait souvent, ben, c'est toute la question des inondations, de la gestion d'éventuelles inondations. Tu sais, sur des projets comme justement les maisons de ville dans le quartier écologique d'Estimoville à Québec, ben, on est à peu près à 8 ou 9 mètres par rapport au niveau du fleuve. Donc, tu sais, le terrain a été rehaussé, il n'y a pas de sous-sol. Tu sais, donc, c'est vraiment, il y a eu des choix qui étaient clairement faits pour éviter d'éventuelles problématiques qui seraient dues au changement climatique. Puis après ça, ben, il y a toute la question de la lutte. Puis là, ben, je n'ai pas regardé le temps, mais je vais... On va avoir le temps d'en discuter un petit peu plus longuement dans une prochaine question. Donc, je vais donner la parole à Laurent concernant la même question. Donc, comment vous, en tant que développeur finalement immobilier, comment vous intégrez les changements climatiques dans votre pratique? C'est sûr que comme développeur immobilier, on prend beaucoup de décisions. Hein, puis c'est l'accumulation d'une somme de décisions plus ou moins grandes ou petites qui donne l'immeuble à la fin.
Mais nous, on essaye évidemment toujours de prendre les décisions qui sont les plus responsables sur une batterie d'objectifs sociaux, mais aussi environnementaux. Fait que pour nous, ça s'exprime d'abord au niveau d'une réflexion autour de notre produit général. Donc, notre premier principe, c'est le premier R, réduire. On a la chance de loger une population qui est assez jeune, donc on fait des unités compactes. On réduit le nombre d'immeubles qu'il faut construire par locataire. C'est une façon pour nous de réduire l'empreinte de construction par habitant. C'est aussi une façon d'aider à avoir des loyers abordables. On va aussi évidemment positionner nos projets le plus possible à proximité du transport en commun. On va aussi adopter dans nos mandats aux professionnels, par exemple, des normes d'adaptation, de prévention des inondations plus élevées. Donc, on va prévoir, par exemple, une crue aux 100 ans, d'être capable de gérer ça plutôt qu'une crue 50 ans. Mais ça, c'est des approches générales, des enveloppes performantes, des trucs qui, je pense, sont de plus en plus, en tout cas, je souhaite que ça soit de plus en plus la norme dans la construction. Mais il faut aussi, après, à l'échelle de chaque projet, trouver des solutions adaptées au contexte, puis qui sont compatibles avec notre objectif de maintenir et atteindre l'abordabilité. Parce qu'on ne peut pas non plus rentrer dans des systèmes hyper sophistiqués quand on a une mission de construire du logement abordable. Donc, par exemple, à Montréal, c'est facile pour nous de mettre aucun stationnement parce que nos locataires n'en ont pas besoin, puis les quartiers où on va construire sont desservis en transport en commun. Mais pour un projet à Trois-Rivières, par exemple, c'est moins évident. On ne peut pas partir du principe qu'on va avoir 0 case de stationnement. Donc, on va plutôt travailler, encourager la mobilité durable, à réduire au minimum le nombre de cases de stationnement qu'on peut construire pour maximiser le verdissement. D'un côté, en travaillant avec la municipalité au niveau des ratios, puis de l'autre, en explorant si on ne peut pas trouver d'autres solutions, comme partager le stationnement d'un immeuble voisin, mettre en place un système d'autopartage sur notre immeuble. Donc, on va après, projet par projet, essayer d'adapter nos stratégies, nos modes constructifs, nos choix de matériaux au contexte puis aux contraintes urbanistiques. Si je peux me permettre de faire un petit lien vers le travail de mes collègues du monde municipal. C'est une excellente intervention, puis ça me permet de vraiment bien faire le pont avec notre deuxième question, en fait, sur, à savoir, bon, dans les grandes stratégies de lutte et d'adaptation, on retrouve notamment, bon, comme on l'a dit, la gestion des eaux pluviales, la lutte contre les îlots de chaleur, la mobilité durable, par exemple, l'intégration de mobilité durable dans les projets. Parmi les mesures qui ont été mises en œuvre, que vous avez déjà mises en œuvre, que ce soit dans la réglementation au niveau de la municipalité et à la fois dans vos projets en architecture ou en promotion immobilière, quelles sont celles qui ont eu le plus d'impact? Puis, je rajouterais peut-être une petite twist à cette question-là. Donc, un petit ajout à savoir quelles mesures, selon vous, sont entrées dans la normalité? Puis, quelles autres mesures qui sont encore jugées expérimentales, selon vous, à savoir, bon, puis ça, c'est une question qui est vraiment intéressante à voir entre municipalité et promoteur, là, à savoir... des fois, on a une municipalité qui n'est pas rendue là où le promoteur voudra aller, puis d'un autre côté, on a des municipalités qui voudraient aller beaucoup plus loin, puis on a des promoteurs qui sont plus récalcitrants, puis qui ont plus de misère à intégrer ces mesures-là. Donc, en ce sens-là, je commencerai avec Mme Côté, peut-être là-dessus, au niveau des municipalités, à savoir qu'est-ce qui est rentré dans la normalité, puis qu'est-ce qui est encore jugé exceptionnel ou qui est plus difficile à intégrer. Bien, dans la normalité, dans le fond, excusez-moi, je pense que oui, OK, mon micro est ouvert. Oui, c'est bon. Donc, dans notre pratique courante, c'est normal maintenant aujourd'hui de commencer dans les... Bien, moi, je parle vraiment des projets d'envergure, là, si oui. On peut prendre ce type d'exemple-là de projet. Donc, c'est la norme aujourd'hui de proposer aux promoteurs tout de suite une approche de construction écologique. Donc, on propose notamment d'explorer, d'aller chercher la certification LEED. Donc, souvent, les changements de zonage vont demander des négociations avec le promoteur et à ce moment-là, la modification de zonage devient un levier pour demander certaines certifications comme le LEED. Donc, ça, c'est la norme pour nous. C'est d'entrée de jeu. Tous les projets, ça passe par
ce type de négociation-là, tout de suite la sensibilisation à la construction écologique. Ça, c'est la norme. Ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas écrit dans des normes réglementaires, mais on a commencé à intégrer des critères dans des plans d'implantation d'intégration architecturale, des PIA, qui demandent la certification LEED. C'est d'ailleurs la vision de nos élus en arrondissement, donc c'est vraiment ça, c'est devenu la norme à Saint-Laurent. D'autres normes, ben, là, si on rentre dans le règlement de zonage, c'est tout ce qui est verdissement, implantation de verdissement au sol. Tous nos grilles de zonage, on a ce type de ratio à respecter pour chaque projet. Ensuite, tous les stationnements, on a le verdissement. Nous avons depuis 2009, intégré à notre règlement des normes sur le stationnement pour l'ombragement. Donc, la canopée dans nos stationnements, planter les arbres et tout ça. Donc, c'est devenu la base. Tranquillement, on voit l'intégration de ces normes-là dans le concret. Mais ça demande un certain nombre d'années avant d'avoir des arbres matures, évidemment. Et ce qui pourrait, bon, si je veux passer à ce qui serait exceptionnel, là, mais dans le fond, c'est plus... j'ai pas tant la seule difficulté, dans le fond, des fois, c'est de passer ce type d'exigence-là dans certains projets. Comme par exemple, peut-être les logements sociaux, c'est plus difficile d'aller chercher, on comprend que pour certains organismes, c'est peut-être plus difficile d'aller chercher des financements pour intégrer certaines normes écologiques dans un bâtiment. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui est plus difficile à intégrer. Plus exceptionnel. Exceptionnel, exactement. Oui, c'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Côté. Je donnerai la parole à M. Cyr dans le même sens. Donc, qu'est-ce qui est rendu beaucoup plus intégré dans la normalité au niveau de la Ville de Laval, puis qu'est-ce qui est encore jugé un peu comme exceptionnel ou qui a encore du travail à faire pour que ça soit mieux intégré au niveau des changements climatiques? D'accord, je vais répondre à cette question, Jean-Philippe, mais au préalable, j'aimais bien le premier volet de ta question qui était quels sont les gestes qu'on a posés qui ont le plus d'impact à nos yeux. Et à cet effet, je pourrais parler du déploiement de notre réseau cyclable qui a fait les manchettes au national, entre autres, qui a beaucoup fait parler de lui. Il y a beaucoup d'ambition dans notre ville pour déployer un réseau cyclable sécuritaire, vraiment efficace. Et ça fait l'objet de toutes sortes de débats. C'est sain, en quelque sorte, parce qu'on bouscule un peu les pratiques sur un territoire qui est très porté vers l'automobile. Il y a même un curé qui s'en est mêlé à un moment donné. Mais bref, c'est le fun parce que ça suscite des débats et on comprend par les gestes qu'on pose qu'on s'en va ailleurs au niveau de la mobilité. Mais pour répondre à cette question de qu'est-ce qui est devenu la norme, je souhaiterais partager à ce stade-ci mon écran, puisque une image vaut 1000 mots. Alors, si vous me permettez, je crois que c'est possible de le faire. Je sais que l'outil partagé. Je m'en remettrai à une image. Oui, on la voit bien. OK. C'est juste que je vais arriver à l'agrandir. Et on va comprendre ici que qu'est-ce que ça fait une ville? Une ville, ça fait des plans, des règlements, des visions, etc. Et puis, tout ça, c'est empilé dans un coin, dans une étagère, mais ce qu'on voit sur cette photo, c'est la responsabilité de la ville. Qu'est-ce que ça fait une ville? Ça fait des rues, ça fait des espaces publics. Et dans le cas précis qu'on voit ici, on est à la station de métro de la Concorde. Comme je vous disais tout à l'heure, on a initié la transformation de ce milieu. Si on avait pris cette photo il y a 5 ou 6 ans, on était dans un parc industriel complètement minéralisé. Ce qu'on voit sur cette image, c'est
d'abord un parc là, sur la gauche qui est en train de prendre forme. On est en voie de le compléter actuellement. Une rue dont on a réduit les proportions, une bande cyclable. Tout à fait conforme et sécuritaire, la gestion des eaux pluviales, des trottoirs larges pour accommoder, supporter tous les besoins en mobilité active, y compris pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité réduite. Et toute la partie ici sur la droite, ben ça, c'est la partie en devenir. Et ça, c'est pas tant notre rôle, nous, ville. Bon, on va avoir nos règlements, nos PIA, nos exigences, mais tout ça, c'est le rôle du promoteur, du développeur. Et ce qu'on fait avec ces gens-là depuis quelques années, c'est qu'on a mis sur pied un service d'accompagnement des développeurs. Et donc, dès qu'un promoteur a un projet sur un territoire comme celui-ci, ben, on le reçoit, on l'accueille, on l'accompagne, on le guide. Et déjà, on met la barre haute. Donc, on fixe nos attentes dès le départ avec ces partenaires qui font le territoire. Et on partage la vision. Dans ce cas-ci, les abords de la station de métro de la Concorde, on a fait une planification détaillée en collaboration avec la population locale et en impliquant la population. Rapidement, Daniel. On va pouvoir en reparler dans notre troisième question. Je vais juste laisser un petit peu de temps à nos deux autres intervenants pour cette question-là, mais on va pouvoir en reparler rapidement. Je prends trop de temps. J'étais sur un élan. Ah, mais c'est parfait. On va pouvoir en reparler rapidement dans la question 3, mais c'est vraiment intéressant. Je vais laisser rapidement la parole à Bruno sur la même question. En fait, non, on va passer à Laurent en premier. Désolé. Donc, on va passer à Laurent. Donc, sur la question, encore une fois, de qu'est-ce qui est entré un petit peu plus à la normalité dans vos projets et qu'est-ce qui est plus exceptionnel et qu'est-ce qui est, selon vous, la mesure la plus importante à intégrer dans des projets? Et nous, ce qu'on préfère comme stratégie là, de base, c'est la question de l'enveloppe. Pour la réduction de la consommation énergétique, de l'empreinte de nos immeubles, des mesures passives de performance énergétique dans une enveloppe vraiment bien construite, pas juste bien conçue, mais aussi bien construite. Pour nous, c'est vraiment important. C'est plus facile pour nous de le justifier, de le financer, de l'intégrer dans la conception, puis ça nous semble beaucoup moins risqué que des systèmes coûteux et technologiquement complexes. Donc, pour nous, ce qui reste exceptionnel et expérimental et difficile à imaginer, c'est des trucs comme la géothermie, des panneaux solaires actifs, des trucs qui représentent, veut pas, un risque au niveau des coûts d'entretien, puis des éléments comme ça, alors qu'en investissant dans l'enveloppe, on sait qu'on réduit notre consommation d'énergie. Après, il y a une autre réflexion qu'on a en cours dans notre équipe, c'est au niveau des matériaux de construction. Un truc que je ne comprends pas qui ne soit pas plus la norme, mais évidemment, il y a un paquet d'obstacles à son adoption, c'est la question de la construction à haute densité en bois, avec du bois d'ingénierie. Le béton, c'est une grosse source d'empreinte environnementale du secteur de la construction. Puis, je pense qu'on a une responsabilité comme développeur, mais dans toute la chaîne de la construction immobilière, de le remettre en question, le tout au béton pour tout ce qui est de grande hauteur. Mais c'est difficile. C'est difficile au niveau de l'expertise, c'est difficile au niveau du contrôle des coûts, c'est difficile au niveau de la reconnaissance dans des certifications environnementales d'ailleurs, parce que il n'y a pas de problème à avoir une certification LEED pour un bâtiment en béton, ce qui me semble toujours un peu particulier. Bref, nous, notre orientation, quelque chose qu'on souhaite qui devienne la norme dans notre pratique, c'est une approche d'analyse de cycle de vie dans la construction de nos immeubles. Je pense qu'en immobilier, c'est un secteur où c'est particulièrement important d'arriver là-dedans. Puis c'est comme ça qu'on se retrouve à essayer à la fois de réduire l'empreinte environnementale à la construction, mais aussi pendant les opérations. C'est comme les deux aspects. C'est ça, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup, Laurent. Donc, je vais passer la parole à Bruno sur la même question, à savoir, au niveau d'une firme d'architecture, quels sont les éléments qui sont passés un petit peu plus à la norme dans vos différentes constructions, puis d'autres qui sont plus difficiles à intégrer justement à la fois avec les municipalités et avec les promoteurs avec qui vous travaillez? Je vais quand même m'approcher pas mal de ce qu'a dit Laurent, mais d'abord, je veux juste dire que
ce que dit Mme Côté, là, c'est de la musique à mes oreilles. Je pense que je vais ouvrir un bureau, boom, à Saint-Ville-Saint-Laurent. Je veux dire, si la municipalité dans laquelle je suis était aussi convaincue, j'aurais fait beaucoup plus de projets plus avancés parce qu'il y a vraiment un encouragement qui manque là, ici à Québec. Je veux dire, la possibilité de faire des projets lead est là, mais les promoteurs n'en voient pas l'utilité puisqu'il n'y a pas d'exigence. Ça, c'est un petit aparté. La chose la plus commune qui est rendue une norme, c'est l'efficacité énergétique, effectivement. Penser à l'enveloppe, tout ça est rendu super commun. Puis c'est rendu même un peu triste parce que des fois, tu vois des appels d'offres où là, ça dit projet écologique, tu regardes les critères, puis ça parle juste d'efficacité énergétique. Fait que toi, t'es là comme voyons, ils n'ont pas compris c'est quoi un projet écologique. Fait que vraiment, ça, pour moi, c'est comme c'est rendu, c'est courant de parler d'économie d'énergie. Fait que c'est la norme. Ce vers quoi ça devrait aller, je pense, c'est toute la question de la neutralité carbone. Puis justement, M. Lévesque avait abordé un peu avec la question de la construction en bois. Mais tu sais, on a plus d'impact à regarder les matériaux qu'on va mettre dans nos bâtiments qu'à réduire l'efficacité, qu'à réduire l'énergie qu'on consomme. C'est là où on a le plus d'impact. Et ça, c'est vraiment méconnu et c'est non considéré. Fait que pour moi, c'est vers ça qu'il faut tendre, vers des analyses de cycle de vie des bâtiments, comprendre c'est quoi l'impact des choix de matériaux qu'on fait au niveau environnemental, c'est quoi leur empreinte écologique. Et ça, c'est super difficile à faire passer parce que quand tu as un matériau, mettons de la laine de chanvre qui coûte 2 fois ou 3 fois plus cher qu'un matériau courant, puis comment tu veux vendre ça à un promoteur? C'est comme un peu le cycle de l'offre et la demande. Il n'y a pas encore assez d'achats, donc le prix est encore trop élevé, et ainsi de suite. Fait que, c'est difficile de convaincre les gens. Fait que pour moi, je pense que ça passe par il faut que ça devienne une exigence. La question, le zéro carbone, il faut qu'il devienne une exigence. Il faut qu'on s'en aille vers ça. Je veux dire, il y a d'autres villes qui ont pris des engagements pour 2030, puis 2050, je pense que c'est Toronto, New York, Boston. Ils veulent que leurs projets soient tous zéro carbone à ces dates-là. Différentes villes ont différents objectifs. Il faut qu'on aille là. Je veux dire, on n'a pas le choix, c'est vers là que ça s'en va parce que c'est la mesure qui va nous permettre de réduire les impacts climatiques. Puis c'est ça la clé, je pense. Parfait. Merci beaucoup. On va passer très rapidement, en fait. On va peut-être sur la question 3, peut-être en disons, 30 secondes, justement, là, sur la question 3. Dans un projet immobilier, on le sait, ça ne se fait pas seul, donc il y a un écosystème d'acteurs qui y participent. Donc, on voudrait vous entendre sur les enjeux de collaboration entre les acteurs. Bruno, tu viens d'en parler déjà. Mais je passerai peut-être la parole à Laurent, puis ensuite à Daniel et Jacinthe dans un 30 secondes sur comment, d'abord pour Laurent, comment les municipalités peuvent-elles aider à intégrer les mesures de verdissement, de gestion d'eau de pluie, de mobilité active et toute autre mesure de lutte et d'adaptation au changement climatique dans vos projets? Si j'ai le temps de passer un seul message, ce sera le suivant. Exiger ces mesures-là. D'attendre qu'il y ait des promoteurs volontaires, sympathiques, comme nous, je pense qu'ils les fassent, ça ne va jamais être satisfaisant parce que pour nous, c'est un désavantage concurrentiel. Si on fait des mesures de gestion des eaux de pluie, c'est un coût net qui ne réduit pas la consommation énergétique, qui augmente nos loyers, qui réduit notre capacité d'acheter des terrains à la valeur marchande. Fait que, si on veut être sûr d'avoir ça, il faut l'exiger, il faut l'intégrer dans la réglementation. Puis, comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Puis nous, ça nous fait plaisir de le faire. Peut-être que c'est pas vrai pour tous les promoteurs. Peut-être qu'il y a des développeurs dans la salle qui ne vont pas être contents que je passe ce message-ci, mais pour nous, c'est vraiment la base. Comme ça, on travaille aussi tout avec les mêmes normes et les mêmes contraintes. C'est noté, Laurent. Merci, Laurent. Je vais passer la parole tout de suite, en fait, disons à Daniel rapidement, un peu dans un mot de la fin, un peu là, comme Laurent l'a fait, à savoir comment inciter les promoteurs à passer à l'action rapidement? Les exigences, donc nous, on est en révision complète de notre réglementation d'urbanisme. Il y a d'ailleurs des portes ouvertes actuellement en ligne qui sont très intéressantes à
à fréquenter. Donc, on va avoir un règlement tout à fait moderne avec des nouvelles orientations en matière de climatique, entre autres. Mais nous, ce qu'on aime beaucoup de notre côté aussi, c'est l'exemplarité. Donc, tous les projets municipaux qu'on réalise actuellement sont certifiés LEED, nos bâtiments publics. Et l'autre chose, c'est on aime un peu stimuler, provoquer, récompenser. On a un forum immobilier où on rencontre nos développeurs une fois par année. On est à mettre sur pied un prix de design urbain, un prix d'excellence, et on travaille sur un guide de design urbain pour justement tenter d'éduquer un peu ou stimuler nos partenaires développeurs. C'est énormément intéressant. Je vais passer la question à Mme Côté aussi, à savoir, bon, vous avez parlé de la réglementation qui passe direct, en fait, qui exige, pas de manière directe, mais indirecte, le LEED et certaines normes. Je voulais vous entendre peut-être un petit peu plus là-dessus sur votre démarche, en fait, comment vous abordez le projet d'un promoteur rapidement dans le même exercice d'un 30 secondes. Moi, j'étais dans le même sens que Daniel. Donc, il faut donner l'exemple, l'arrondissement Saint-Laurent, tous les bâtiments, les nouveaux bâtiments institutionnels, c'est LEED, efficacité énergétique. Donc, c'est de donner l'exemple. Nous, notre vision à Saint-Laurent, c'est le développement durable. On a la volonté politique aussi derrière nous. Ça l'aide beaucoup, beaucoup. Donc, on est soutenu à l'interne pour pousser, pas pour pousser, mais pour inciter à aller de l'avant avec la certification LEED. Et dans le fond, si vous vouliez que j'aie plus en détail pour la réglementation, tout passe par la planification à long terme aussi, la planification soit détaillée ou stratégique. Donc, en ayant une bonne planification, lorsqu'on reçoit un projet, on est prêt, lorsqu'on reçoit une idée de projet, notre promoteur, on est prêt à l'encadrer. On est prêt à lui donner toutes les orientations nécessaires pour s'assurer d'avoir un projet de qualité, un projet écologique, un projet qui répond aux orientations d'arrondissement. Et dans le fond, ça, c'est la base. Et on a aussi toute notre réglementation, tous nos outils d'urbanisme sont en fonction aussi de la vision d'arrondissement. Donc, c'est un tout cohérent qui facilite la réalisation du projet. Super, ben merci Mme Côté. Puis on va laisser le dernier mot de la fin à Bruno. Au niveau des. T'en as déjà parlé un petit peu, mais comment l'architecte peut supporter le promoteur dans l'intégration des mesures, puis comment le convaincre rapidement en 30 secondes? En fait, nous, on est là pour discuter avec le promoteur dès le départ du projet. Fait que c'est toujours une opportunité, puis c'est un plaisir parce que justement, on regarde c'est quoi les options pour que le projet soit plus intéressant, plus vent, intégrer et tout ça. Donc, c'est un privilège. Puis généralement, les promoteurs, il n'y a pas un promoteur qui commence un projet en se disant je vais faire un mauvais projet. Mais en tout cas, pas ceux avec qui j'ai travaillé. Fait que, la volonté est là. Puis après ça, on dit c'est quoi les options, on discute des options, on discute des prix, puis on fait progresser le projet. Fait que, on est là vraiment pour supporter la réflexion du promoteur pour qu'il puisse arriver à faire le projet le plus convenable dans le contexte où il est. Fait que, mais le bémol que je mettais tantôt, c'est justement ça, c'est que des fois, j'avais des promoteurs qui étaient prêts à faire la certification, tout ça, puis oups, parce que c'était pas exigé, on va laisser faire finalement. Mais je le sentais qu'ils étaient prêts. Si la ville avait dit non, vous devez vous engager à faire ça, ça n'aurait même pas été une question. Fait que des fois, il manque, il y a la bonne volonté. Puis effectivement, là, à un moment donné, quand tu te mets à compter, comme disait Laurent, si le promoteur a le choix de ne pas le faire et qu'il ne le fait pas, ça devient non équitable pour les autres qui le font, on va dire. Donc, il y aurait une forme d'équité à imposer des normes comme ça sur le développement, puis une équité par rapport à la collectivité aussi. Je veux dire, les promoteurs bâtissent des projets pour la collectivité et ça a un impact pour la collectivité. Donc, ça serait équitable envers la collectivité aussi, pas juste envers les autres promoteurs. Donc, il faut arrêter là. Merci énormément, Bruno. On aurait le temps pour une dernière petite question au niveau des participants et de l'auditoire. Donc,
Il y a une question qui nous a été parvenue à savoir, est-ce que vous pensez que, la question s'adresse peut-être plus au niveau municipal, mais est-ce que vous pensez que le règlement de construction d'une municipalité est le meilleur outil pour le choix des matériaux, la largeur des débords de toit, etc.? Sinon, quel autre moyen pourrait être utilisé? Là, justement, on a parlé de PIA, mais bien sûr, ce sont des outils qui sont de l'ordre de la planification, non moins réglementaires. Donc, ce serait la dernière question à laquelle on va répondre rapidement, encore une fois, peut-être en une dizaine de secondes avant la fin. Je vais poser la question d'abord. Je pense que Jacinthe allait répondre. Donc, allez-y. Si je peux oui, dans le fond, c'est important aussi de rester flexible dans notre approche. Donc, les règlements, des fois, sont un peu restrictifs, surtout quand on est dans des bases comme le règlement de construction. Là. Le marché évolue beaucoup, les matériaux. Si on ne veut pas être obligé de faire des modifications réglementaires juste pour approuver un nouveau matériau qui est plus performant, dans le fond, oui, on pourrait intégrer des normes dans notre règlement de construction, mais c'est bien aussi d'être flexible au marché, au projet, être capable de s'adapter aux besoins plus écologiques. C'est là la force des outils discrétionnaires comme les PIA où on peut ajouter des critères d'éco-responsabilité et donc ça amène une flexibilité des discussions, parfois des batailles, mais on arrive à certains gains puis on n'est pas obligé de revoir notre réglementation au fil des progrès technologiques là, au niveau des matériaux. Exact. Laurent, là-dessus, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose au niveau de cette question-là, à savoir, est-ce que vous trouvez en tant que promoteur que la réglementation sur la construction est peut-être un petit peu trop rigide ou encadrante, où il y aurait besoin d'une certaine flexibilité, même si à savoir où mettre la ligne, là, finalement? Je pense que c'est un équilibre délicat entre ce qui est réglementaire et ce qui rentrerait dans des processus dérogatoires. Ce n'est pas tous les territoires qui sont visés par des PIA. Ce n'est pas tous les projets qui rentrent dans une démarche de PPC-moi. Je m'excuse pour les acronymes. Fait que je pense que c'est important que ce qu'une ville veut s'assurer d'obtenir, ça rentre dans des règlements de construction ou règlements de zonage. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas non plus être trop contraignant. Il faut garder... On a perdu Laurent. Donc, je vais passer la parole à Bruno rapidement. Là-dessus, en fait, moi, j'ajouterais que, oui, effectivement, tout ce qui se fait au niveau des villes est super intéressant parce qu'ils ont un impact direct sur ce qui se passe dans leur municipalité, mais je pense qu'il pourrait y avoir des réglementations plus contraignantes au niveau provincial. Il y a des exemples de provinces qui, comme la Colombie-Britannique, qui ont adopté leur Building Step Code où ils s'en vont vers le net zéro pour 2030, graduellement par étape. Ça, c'est un message clair. Puis forcément, ça impacte toutes les municipalités. Fait que là, il n'y a plus de question de on fait ça dans quel arrondissement ou quelle municipalité. Là, c'est comme. Fait que ça, pour moi, c'est des outils qui sont puissants, qu'il faudrait aussi être considérés. Mais là, on n'a pas d'acteur du niveau gouvernemental aujourd'hui, provincial, mais ça serait une voie considérée. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Je voulais juste, dans le fond, ce qui est la norme locale devrait devenir régionale. Ça faciliterait beaucoup de choses. Ça serait beaucoup plus égalitaire finalement, puis ça permettrait d'être appliqué partout au final. Ça serait là-dessus qu'on va conclure le panel. Donc, merci encore énormément à nos panélistes de leur contribution. J'espère que ce partage d'expérience que vous avez fait va pouvoir nourrir les réflexions de tous qui ont été présents dans vos projets. Je vous invite à consulter notre plateforme, encore une fois, construireavecleclimat.org ou nous contacter, que ce soit moi ou Éline, en cas de questions. Je vous souhaite une excellente semaine à tous, puis merci de votre présence. Donc, puis je vous rappelle, Vivre en ville vous donne rendez-vous pour un autre panel le 8 décembre prochain dans le cadre de son assemblée générale annuelle, donc sur le thème « Quel avenir pour nos centres-villes » à 16h. Donc,
Ben, là-dessus, je vous souhaite une belle après-midi, puis merci encore à tout le monde. Ça fait plaisir. Au revoir. Beaucoup. Bonne journée.